Un matin, je me lève, forcément un routine habituel. Je prends ma carotte, je sors, je mange ma carotte. Torse nu. Une anecdote vitamine D maximum. D'ailleurs, a été perdue. Hein. C'était une incroyable anecdote, mais j'étais mort de rire. Et je crois que c'était sur l'épisode où on avait ce son. Et je suis assez d'accord avec ça, je pense qu'on doit faire travailler plus les enfants. Notamment dans ton usine, n'est-ce pas? C'est ça. Tu veux mettre un formulaire de candidature. J'y suis retourné il y a 2 semaines, elles étaient plus, donc c'était pas un mensonge qu'elle travaillait juste une semaine pendant les vacances. Ou alors ils ont appris que quand tu viens, il faut planquer. Il faut planquer, tu vois, dans la boîte, dans le placard. Un placard. Tu restes 8 heures, tiens un bol d'eau. Un enfant aussi jeune que 2 ans est capable de marcher plusieurs kilomètres par même, toi. Et en gros, il dit que l'histoire l'a montré. Donc en fait, il dit qu'il y a plein d'anecdotes d'enfants de 2 ans qui marchent des kilomètres. Par exemple, quand ils étaient en train de fuir l'invasion nazie. C'est ça, au Vietnam, t'inquiète, ça marchait non-stop. Hein. Quand c'est des chasseurs-cueilleurs qui devaient suivre la troupe de mammouths. C'est ça, pas le choix. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Tous nos auditeurs ont dit mais non, Paul il n'y arrivera jamais, retourne faire des claviers, Paul, tous les haters, c'est pour les grands garçons. En 2-3 semaines on est passé numéro 1 en France, UK et Allemagne. Donc t'as battu Amazon? On a battu Amazon, tout le monde était numéro 1. Et on est toujours numéro 1 en France. UK on s'est retrouvé en rupture parce qu'on pensait pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et Allemagne je crois on est 2e ou 3e. Et donc l'opération à ce niveau-là c'est quoi? C'est... Dans cet épisode, on parle de comment vous aussi, vous pouvez gagner 100 000 € en une vidéo, comment devenir numéro 1 sur les bouteilles d'eau de toute la France, et l'histoire de Palmer Luckey, le mec qui a inventé la réalité virtuelle et qui aujourd'hui construit de l'armement. Commençons par cette histoire de Template Notion. En fait, ça part d'un truc où tu avais parlé il y a une dizaine d'épisodes précédents de lit RPG, des gens qui faisaient de l'argent en écrivant des livres de littérature RPG. Donc, l'idée, c'est que c'est de la fiction. T'as le mec, il arrive à niveau 1, et puis il progresse au fur et à mesure. Et en fait, c'était un peu un virus mental pour moi. J'essaie de lire, ça m'a pas trop intéressé, mais l'idée de voir... Alors forcément, un RPG, ça cherche à retranscrire la vie, mais du coup, tu peux faire dans l'autre sens. Tu peux voir un peu la vie comme un RPG, tu vois. Et notamment qu'en fait, il y a beaucoup de cerveaux, notamment d'hommes jeunes, qui ont connu les jeux vidéo, donc on va dire entre 15 et, je sais pas, 34 ans, qui a été un peu configuré pour voir la chose de cette façon, quoi. Et en plus, juste après qu'on ait fait ce podcast, j'ai eu l'interaction la plus RPG imaginable, où un matin, je me lève, forcément un routine habituel, je prends ma carotte, je sors, je mange ma carotte. Torse nu. Carotte torse nu. Une anecdote vitamine D maximum. D'ailleurs, a été perdue. Hein. C'était une incroyable anecdote, mais j'étais mort de rire. Et je crois que c'était sur l'épisode où on avait ce son. Dommage. Et du coup, je marche tranquillement. Et là, je vois un petit vieux sur le bord de la route qui pousse son scooter, tu vois, juste à côté de chez moi. Et donc, moi, je me dis, bon, on va l'aider, toi. Parce que toi, les petits vieux, ils poussent, ils galèrent. Donc je commence à... Alors, ce qui est marrant, c'est que je commence à essayer de parler. De toute façon, on n'arrive pas à communiquer parce que moi, je parle pas thaï, je parle pas anglais. Je commence à pousser son scooter. Là où il prend la confiance, je trouvais ça un peu bizarre, c'est qu'il s'assoit sur son scooter, tu vois. J'étais là, je pensais au début, c'est pour redémarrer, toi, parce que peut-être tu prends un peu de vitesse, c'était en légère montée, toi. Non, en fait, c'est juste posé. Donc moi, je me suis mis derrière, et il fallait que je pousse qu'un buff, parce que sinon, il allait tomber, toi. Il avait pas l'équilibre, et j'allais casser la jambe d'un petit vieux, toi. Donc je pousse. L'avantage, c'était mon voisin qui était juste au-dessus, donc j'ai fait 300 mètres, c'était pas la fin du monde. Mais donc, je l'ai ramené chez lui. J'ai été accueilli par sa femme, qui, en remerciement, m'a filé 4 mangues, tu vois. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. C'est vraiment aider le villageois qui est accompli, recevait 4 mangues, tu vois. Ouais. Et donc, je suis revenu chez moi avec mes 4 mangues comme un héros. Regardez les enfants, j'apporte les fruits. Et donc, tout ça pour dire que cette notion un peu de voir la vie comme un RPG, je pense qu'elle peut aussi être attribuée comment dire, elle peut aussi être utilisée pour tout ce qui est self-dev. Et donc, il y a une vidéo d'un gars qui explique comment justement tourner sa vie comme un jeu vidéo, tu vois. Une vidéo qui a fait 220 000 vues. Et la façon de la monétiser cette vidéo, qui est super intéressante, c'est qu'il a créé un template Notion, où en gros, tu as un peu les habits de tracker classiques, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ma mutation ou autre. Et lui, il a fait un système complet avec, tu peux gagner des points d'XP dans différents domaines, ainsi de suite. Et il a vendu plus de 2000 de ces templates Notion. Donc, il y a une marge quasiment à 100%, quoi. Chacune à $50. Donc, il a fait directement 100 000 $ de vente avec cette vidéo, quoi. Sur une vidéo qui a fait 200 000 vues, sur une chaîne qui avait en gros 0 abonnés, quoi. C'est ça. Elle a aujourd'hui 5 000 abonnés, mais s'il a fait 200 000 vues sur la vidéo, il a dû gagner les 5 000 abonnés sur la vidéo qui est sortie. Ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me suis dit, bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est inutilisable parce que c'est une Notion template, c'est un bordel, toi, il faut tout configurer.
ça te prendrait 30 minutes par jour à tout mettre à jour. Il faut imaginer c'est quoi le point d'XP pour chaque action. Donc, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de dire que c'est un produit qui est un peu pas mature, mais il a fait quand même beaucoup de ventes. Tu vois. Donc ça montre qu'il y a une demande par rapport à ça. Et donc je pense qu'il y a encore un truc à faire sur le fait de développer je pense une app serait mieux pour ça. Parce que les apps actuellement, il y en a quelques-unes des apps un peu RPG. C'est gamification un peu bête et méchant, toi. Ouais. C'est en gros, tu as ton petit personnage, il va monter de niveau, ou alors tu plantes un arbre à chaque fois, tu vois. Ouais. C'est des trucs pas très bien fait encore. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Je sais pas si tu connais un logiciel un SaaS qui s'appelle Office Vibe. Non. Qui en gros, c'est pour tout ce qui est les performances des employés, performance review, et aussi feedback d'employés, tu vois. Et teste-le, je trouve qu'il est super bien fait. Et Office Vibes. Office Vibes, il y a une version gratuite à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais je me suis toujours dit, tu pourrais faire ça aussi un peu en outil de dev perso. Donc si vous êtes intéressé, si quelqu'un s'intéresse à un développeur, envoyez-moi un message parce que je serais intéressé de collaborer autour de ça. Et donc, pour le learning, je pense qu'il y a un truc, clairement, encore une fois, il y a des millions de cerveaux, surtout des hommes, qui sont configurés pour raisonner de cette façon et pour qui c'est un appel très fort de réfléchir à la vie en tant qu'RPG, le self-dev en tant qu'RPG. Donc il y a un truc à faire en proposant quelque chose de mieux. Et aussi, je trouve ça toujours assez intéressant, les trucs où c'est un mec solo, juste avec une vidéo, qui fait 100K, quoi. Ouais. Une vidéo, notion template, les deux sont très bien faits. La vidéo est extrêmement bien faite, très bien montée, ainsi de suite. Le truc Notion, et c'est pas si facile à faire. Donc forcément, il a combiné des skills qui sont d'un très haut niveau, mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Ouais. Donc, il y a ce marché des thèmes Notion. Moi, je l'ai trouvé très surprenant quand j'ai découvert que c'était un truc pour lequel les gens étaient prêts à payer. Est-ce que tu as entendu parler de Thomas Frank? Ouais, oui, il s'est reconverti à la danse, ça. Ouais. Donc Thomas Frank, à l'origine, il avait une chaîne avec 2 millions d'abonnés. Et c'était un peu un Ali Abdal pour voir un peu le type de contenu. C'est-à-dire qu'il faisait des vidéos à l'origine sur comment étudier plus rapidement, retenir ce que tu apprends. Et après, des vidéos un peu sur la productivité, du type pourquoi tu es tout le temps fatigué, ce genre de truc. Il avait 2 millions d'abonnés sur cette chaîne. Et à un moment donné, il a arrêté de publier. Et il a démarré une autre chaîne qui s'appelle Thomas Frank Explains, qui est montée, peut-être qu'aujourd'hui on en a plus, mais à l'époque où moi j'avais regardé, ça avait 200 000 abonnés. Et à l'époque où j'avais regardé, c'est l'époque où il avait créé une vidéo qui expliquait qu'il avait abandonné sa grosse chaîne, remonté une petite chaîne, et ça avait doublé son chiffre d'affaires. Sachant que sur sa grosse chaîne, son chiffre d'affaires, c'était d'environ à 50 à 60 000 $ par mois. Donc sa plus petite chaîne, qui avait seulement 200 000 abonnés, donc 10 fois moins, faisait entre 100 000 et 120 000 $ par mois de chiffre d'affaires. Et la différence, c'est que sur la grosse chaîne, il parlait un peu de productivité, de mieux étudier, etc. Donc en fait, il avait du AdSense, il avait du sponsor. Sur sa plus petite chaîne, il vendait des templates Notion. Il avait notamment 2 grosses templates. Une qui était le second cerveau sur Notion. Donc l'implémentation de tout ce concept de second cerveau, de mettre tes notes, de tout. Tu penses quoi de ça d'ailleurs? Très sexy en théorie, pour moi inutilisable en pratique. Et je pense que c'est le même truc que le truc Notion RPG. C'est pareil, c'est très sexy. Putain, ça va être incroyable une fois que je vais mettre en place. Mais en fait, c'est pas tenable sur le long terme et tu le lâches assez rapidement. Il y a des gens qui. Il y a toute cette situation de dire c'est bon, je vais pouvoir me libérer ça. Mais en fait, non, c'est pas. Il y a des gens qui jurent par ce genre de choses, d'organiser toutes les informations, etc. Moi, mon approche, c'est d'avoir les éléments, de tout jeter dans une grosse pile. Ctrl F. Exactement. Et faire une recherche le jour où j'en ai besoin. Et en partie, je me souviens plus ou moins qu'il y avait un truc là-dessus que j'aurais envie de revoir. Tu vois. J'ai pas besoin de prendre le livre et de catégoriser toutes les citations dans les différentes catégories et tout, parce que pour moi, ça prend trop de temps. Mais en fait, je vois qu'il y aurait de la valeur là-dedans, mais c'est juste, j'ai pas envie de faire cet administratif régulièrement. Et en plus, je pense qu'il y a un élément où moins tu lis de manière purement utilitaire, plus ce système il devient lourd. C'est-à-dire que, ok, imaginons que je lisais juste des articles sur le marketing et que je catégorisais ça en me disant ça fera des futures vidéos. Mais je lis que des articles sur des sujets ultra random, sur l'architecture, sur la botanie, sur des trucs, tu vois. Si je catégorisais tout ça en disant peut-être qu'un jour ça aura d'utilité, en fait 90% des trucs que je lis n'auront jamais d'utilité. Donc je vais passer 90% de mon temps à catégoriser des choses que je vais jamais réutiliser. Il y a des personnes, par exemple, tu vois, Ryan Holiday, tu comprends que pour les livres qu'il écrit, en fait, son livre, il te parle de différentes personnes, un mec de la guerre civile. Même lui, c'est un système très simple. Il littéralement, je crois, des petites notes papier, quoi. Ouais, il le fait sur des notes papier. Mais ce que ça veut dire, c'est quand il lit un livre, il doit ensuite prendre son truc, les refaire sur des index cards et les mettre dans la bonne boîte. Tu vois, il y a quand même un administratif autour de pouvoir administrer le truc. C'est aussi le fait de lire sur papier. Tu vois, si tu lis sur Kindle, tu es en mode, je vais exporter tous mes highlights Kindle. Et si un jour j'ai besoin de lire, certes, ça va me prendre 2 fois plus longtemps de trouver l'information. Mais en fait, ça m'aura pris 10 fois moins longtemps de le faire pour chaque livre, trouver au fur et à truc, mesure. ouais. Voilà, ça c'est mon approche. Mais il y a des gens, en tout cas c'est sexy pour cette personne, il y a des gens qui l'utilisent vraiment.
Donc je pense, tu vois, Elliot Meunier par exemple, tu vois que lui, il l'utilise vraiment, il est passionné d'Obsidian et ça lui parle, etc. Et il le fait et c'est cool. Moi, j'ai pas cette approche. Bref, lui, il avait fait ça pour implémenter le second cerveau sur Notion, puisqu'il y a plein de gens qui sont fans de Notion, qui veulent utiliser Notion. Notion n'est pas conçu pour ça, contrairement à Obsidian par exemple, ou à Rome Research qui avait inventé ce concept de second cerveau à l'origine. Et Thomas Freud qui avait une deuxième Notion template qui était comment organiser ton business de création de contenu en fait. Donc l'idée, le scripting, le montage, etc. Ce qui, encore une fois, il te vend ça pour entre 150 et 300 $, ce qui est cher pour une template en fait, que tu vas copier-coller. Mais c'est pas un business. Pas cher pour t'organiser, parce que le temps que tu devrais passer à créer tout le truc Notion pour organiser tout ça, ce serait beaucoup plus que 300 $. Donc en fait, ça a du sens. Et je pense que c'est un truc aussi très tangible. Il peut montrer en vidéo et après, tu as envie de l'avoir, toi. Contrairement à une formation, c'est beaucoup plus, plus compliqué. Quoi. Et c'est là, c'était un de mes takeaways sur Thomas Frank, c'était de se dire, parfois vendre une formation n'est pas la mienne. Enfin, il y avait deux idées pour moi. Le premier, c'est quand le template 90 jours Notion. Ouais, mais ça, je pense que ça marcherait vraiment bien. Ça marcherait, je suis d'accord. Au départ, ce que je voulais faire, c'était le faire sous papier, avoir une espèce de notebook les 90 jours et tout. Ce qui, je pense, serait très très cool comme projet. La raison pour laquelle je l'ai jamais fait, c'est parce que je me dis que ça allait être assez chiant pour pas être extrêmement rentable. Je suis d'accord. Parce que la formation des méthodes des 90 jours, je le vends 250 €. Parce que c'est une formation. Si je te vendais un carnet qui me coûte de l'argent à produire, je pourrais jamais te le vendre même 50 €. 50 € pour un carnet, tout le monde va dire c'est méga abusé. Alors que c'est abusé parce que tu peux vendre une template pour facile 50 €. Quoi. Ouais. Ce qui est marrant. Quoi. En fait, parce que tu as une idée, un livre, c'est du papier, ça coûte ça le papier. Ouais. Quoi. Ouais. Et parce que l'élément de comparaison est différent. Et donc je pense que sur le truc des 90 jours, le seul élément où je pourrais m'y retrouver, c'est s'il y avait du récurrent ou si quand tu as fini ton carnet, tu en rachètes un autre. Mais dans mon carnet, il y a juste marqué mes objectifs de la journée, mon bilan de la journée, tu vois. Donc, bref, je pense qu'il y a un truc marrant à faire là-dessus, mais pas très rentable et assez chiant finalement d'un point de vue opérationnel. Ouais, ça me ferait marrer, effectivement, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais ça c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et pour revenir à cet élément, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont prêts à payer pour des templates Notion, en fait. Et que donc, tu peux réfléchir à tous les templates que les gens ont besoin de créer, tous les templates que les gens ont passé beaucoup de temps à créer, ils vont payer pour éviter d'avoir à passer ce temps. Ce qui est intéressant. L'autre élément que j'avais sur Thomas Frank, c'était que le positionnement, je t'aide à être plus productif, c'est assez difficile de le faire fonctionner en fait. Il faut, je t'aide à être productif pour une certaine cible particulière. Parce que du coup, tu peux leur vendre des outils qui sont spécifiques à leur situation. Versus, je vais t'aider à être plus productif, c'est juste des conseils généraux qui s'appliquent à tout le monde. Et non, dans son cas, c'est pas, j'ai pas créé une template Notion qui t'aide à être plus productif. Si j'ai créé une template Notion qui t'aide à organiser ton business de créateur ou qui t'aide, même quand il te vend en fait son second cerveau, le second cerveau, c'est très très sexy pour les gens qui sont créateurs de contenu. Parce qu'en fait, la promesse, c'est que tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps sur ta création de contenu en ayant quasiment ta vidéo qui est déjà faite parce que tu as toutes tes infos qui sont dans un endroit. Et donc, en fait, il s'est dit, je vais aller vendre à des personnes qui sont youtubeurs et qui, du coup, sont prêts à payer pour ça. Évidemment, ils sont prêts à payer quelques centaines de dollars. L'autre élément, c'est que ça leur permet de vendre essentiellement ce qui s'apparente à un logiciel, à un système, mais de le vendre en one shot. Ouais. Parce que les coûts d'hébergement continus, c'est pour Notion, en fait. Ouais. Et puis, je pense, après, est-ce qu'ils vendent un système d'update ou autre, ou même pas? Généralement, c'est du lifetime. Et une fois que tu l'as acheté, tu as toutes les updates. Ça, c'est vendeur aussi. Tu dis, alors, même si tu fais après peu d'updates, au final... Ouais, je trouve intéressant. T'as un SaaS sans avoir les difficultés d'un SaaS, quoi. Exactement. Ce qui est pas le cas. Et je pense que ça peut être une bonne manière dans beaucoup de cas, comme tu l'as dit sur l'histoire du mec qui faisait son lead RPG, enfin son RPG pour tes habitudes, c'est que ça peut être un prototype en fait. C'est une version de no-code de quelque chose que peut-être plus tard, si tu veux vraiment le rendre robuste, tu veux le coder, mais ça te permet de prouver la demande. Peut-être que lui, avec ses 100 000 $, mais il va aller payer un développeur pendant un an pour aller faire une version qui sera ultra robuste et qui fonctionne sur mobile. Après, lui, il vend pas mal d'autres templates aussi. Ouais. Donc, en fait, mais du coup, je pense qu'avant, tu vois qu'il faisait beaucoup moins de ventes. Donc, je pense en fait, de combiner le contenu à ces templates, c'est maintenant que ça va exploser. Ouais. Parlons de tes leçons de la semaine et de comment devenir numéro 1 français sur les bouteilles d'eau. C'est ça. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Fait. Tous nos auditeurs ont dit, mais non, Paul, il n'y arrivera jamais. Retourne faire des claviers, Paul. Tous les bouteilles d'eau, c'est pour les grands garçons. Et j'ai conscience qu'aussi ça vend peut-être un peu moins de rêve que faire du SaaS. On a une vidéo un podcast qui a bien fonctionné sur comment faire un SaaS sans savoir coder à 95% de marge. Forcément, vendre des bouteilles d'eau, je pense qu'il y a il y a plus personne là d'un coup. Mais justement, c'est un peu la leçon, c'est que j'avais un peu toujours l'idée en tête qu'il fallait être spécial ou unique. Tu vois, il fallait comprendre un truc que personne d'autre avait compris. Que juste être bon, c'était pas suffisant. Toi, si t'étais bon, t'étais une communauté, ça suffisait pas. Et j'avais, je pense, quelques croyances limitées qui étaient aussi un peu corrélées à ça.
Notamment, j'avais l'obsession depuis assez longtemps, c'est faut qu'on sorte d'Amazon d'une certaine façon, tu vois. Faut qu'on se, que c'est important. Alors pourtant maintenant, j'ai parlé ensuite pas mal à tout ce qui est un peu direct to consumer, donc ceux qui sont sur Shopify, et ils ont leur galère eux, toi. Et ils sont ah putain, faut que je fasse sur Amazon. C'est ça. Sorte de la pub Facebook. C'est ça, c'est que la pub Facebook, des fois en fait, c'est fou parce qu'en fait ils peuvent passer un mois, ils sont rentables. Un mois, c'est impossible d'être rentable, tu vois. Sur les pubs, les CPM ont augmenté de 20%, bon tu peux plus rien faire, quoi. Il faut vraiment baisser le spend comme possible. Mais donc j'avais un peu la croyance que c'est impossible sur le long terme de gagner de l'argent, alors que je pense maintenant que fondamentalement c'était bien implanté sur une catégorie evergreen, ça peut durer très très longtemps. Que tu crées pas d'equity, que c'est un produit comme tout le monde, toi ça n'a pas de valeur en tant que boîte. Qu'en fait du coup il n'y a pas de barrière à l'entrée aussi, que tu vois n'importe qui peut vendre par exemple une bouteille d'eau, et que du coup c'est pas. Mais la barrière à l'entrée aujourd'hui c'est ton échelle en fait. C'est l'échelle et c'est le côté opérationnel en fait, que j'avais sous-estimé en fait, qui est un de mes points. Et aussi j'avais l'idée qu'en fait j'arriverais jamais à recruter des bons talents, parce que c'était pas assez sexy, tu vois. Je me disais, pour recruter des personnes qui sont fortes, il faut l'innovation, il faut un truc qui soit un peu plus sexy, un peu plus glamour. Et un truc qui a un peu balayé toutes ces croyances, c'est j'ai eu un call avec donc le CEO de Simple Modern, donc qui est une boîte qui vend des bouteilles d'eau en l'occurrence. Donc tu vois, je me suis pas fait chier. Mais ça a été un peu mal fait pour moi parce qu'ils faisaient 200 millions de revenus. Donc déjà avec des bouteilles d'eau, ça c'est impressionnant. En venant quasiment que des bouteilles d'eau, après ils ont lancé des sacs à dos, d'autres trucs, mais c'était bouteilles d'eau. Et je me dis, ouais, ils font beaucoup de revenus, mais ils font pas d'argent, tu vois. 30 millions d'EBITDA, ouais. Toi, c'est quand même pas mal. 30 millions d'EBITDA par an, c'est pas dégueulasse. Quand j'ai parlé au mec, et après j'ai parlé à plusieurs personnes de son équipe, il m'a introduit un peu, une équipe de furieux. Les mecs, ils sont à fond. Alors, qu'en sachant, eux, ce qui est intéressant, c'est en fait, en gros, ils viennent tous de la communauté mormone, plus ou moins. Ok. Et aussi, ils redonnent. Ils sont des fous furieux en business. J'ai jamais trop compris quelle était la connexion, mais ils sont connus pour être des killers niveau business. De travail. Et aussi, en fait, ils donnent un pourcentage de ce qu'ils gagnent à charité, en charité. 10%, je pense. Lui, c'est beaucoup plus. C'est vraiment plus, genre 40%, tu vois. C'est vraiment. Et du coup, ils sont un peu. Tu vois, ils vendent des bouteilles d'eau, mais de façon divine, tu vois. C'est genre. Tu vois, ils participent. C'est comme ça qu'ils contribuent, c'est en faisant ça, quoi. Et donc, ils ont des mecs, des top talents qui sont énervés, qui sont à fond. Et aussi que leur boîte vaut beaucoup maintenant. Parce qu'en fait, il y a un côté où. D'un côté, c'est seulement des bouteilles d'eau. D'un côté, c'est seulement des bouteilles d'eau, toi. Donc, les bouteilles d'eau, elles vont rester. Il n'y a pas de raison que le marché des bouteilles d'eau s'écroule. Et donc, en fait, quand ils dominent autant, ça peut aller très loin. Et après, t'as les cas encore plus spectaculaires comme Stanley, où eux, c'est carrément sur le branding, mais ça, c'est encore un autre truc, quoi. C'est un peu séparé. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller sur les bouteilles d'eau. C'est très communauté. Vraiment, bouteille d'eau, tu te dis, c'est le truc le plus basique possible. Et c'est des gourdes isothermes, toi. C'est vraiment le truc de base. Et en plus. Surtout sur Amazon Europe, c'est un peu côté technique, mais était très désavantagé parce que la plupart des bouteilles d'eau, les best-sellers sont vendus par Amazon, qui en fait peut faire du price dumping en s'infligeant pas eux-mêmes les mêmes frais de livraison que nous on a, toi. Donc Amazon, sur une bouteille d'eau de 10 €, en France, ils nous font payer genre 4,20 € pour la livraison. Eux, ils s'infligent pas le même truc, toi. Donc t'es un peu en concurrence déloyale. Et malgré que ça, en 2-3 semaines, on est passé numéro 1 en France, UK et Allemagne. Donc t'as battu Amazon ? On a battu Amazon, tout le monde était numéro 1. Okay. Et on est toujours numéro 1 en France. UK, on s'est retrouvé en rupture parce qu'on pensait pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et Allemagne, je crois, on est 2e ou 3e. Et donc j'ai eu un peu le truc en 2 temps, toi. Un coup, putain, eux, ils l'ont fait. Et t'as aussi le cas de BMS qui vend des protège matelas, des sommes énormes. Et ensuite, le faire moi-même et voir en fait si c'est possible, tu vois. Alors que moi, j'avais toujours encore une fois l'idée, faut trouver un truc, faut trouver un truc malin, tu vois. Alors que là, c'était vraiment en frontal, pété méchant. En sachant qu'on est rentable et que toi ça fonctionne aussi de ce point de vue-là. Et la première leçon, c'est que je pense qu'on a vite tendance à oublier les assets qu'on a développés. Et il y a j'ai été rappelé de ça parce qu'il y a un ancien employé qui m'a contacté la semaine dernière, qui était parti à 3-4 ans, enfin on s'était parlé à 3-4 ans, et en disant qu'il voulait licencier Amazon, et donc on a eu un call. Et quand j'ai commencé à tout lui expliquer, et aussi à répondre à toutes ces questions, toutes les questions qu'il avait, je me suis rendu compte en fait il y avait un niveau de détail et de connaissance que j'avais accumulé. Pour moi, c'est naturel, toi, tout est dans ma tête, j'ai l'impression que n'importe qui peut répliquer ça, toi. Alors que toi, je te demande, vas-y, lance tes bouteilles d'eau Amazon. C'est pas, t'as une idée un peu vague des étapes, mais c'est pas très clair, toi. Ouais. Et je pense qu'une fois qu'on est beaucoup dans un truc, on a tendance à oublier ça. On pense que tout le monde est comme nous, tout le monde fait pareil que nous. Alors que je pense qu'il faut pas sous-estimer encore une fois, je fais ça depuis 8-9 ans, et donc il y a beaucoup de connaissances accumulées, de savoir-faire dans la boîte, ainsi de suite. La deuxième leçon, c'est que je pense qu'il y a une énorme valeur à être une brute d'exécution. Moi, je le vois vraiment comme une sorte comment ça s'appelle, un palier, un truc auquel tu peux aller en dessous, toi. C'est l'opposé du plafond. Comment on appelle ça, l'opposé du plafond ? Un plancher, excellent. Je vois exactement comme un plancher, toi. C'est en fait, si t'es très bon, tu peux dans une catégorie un peu moyenne et tu vas te sortir, toi, tu vas gagner de l'argent. Si t'es le meilleur en opération, même si tu vends des bouteilles d'eau ou si tu vends du sopalin, tu vas gagner de l'argent, toi. C'est juste parce que t'es le meilleur. Et donc l'opération à ce niveau-là, l'exécution, c'est quoi ? C'est
négocier avec les fournisseurs, c'est la logistique pour amener les produits, C'est effectivement c'est le marketing sur le listing. négocier la logistique, le faire les bons forecasts. Il y a des trucs aussi cons, mais bon, cette fois-ci, c'est un peu à faire voir. Mais t'as des moyens aussi d'être optimisé tout ce qui est duties, donc tout ce qui est les douanes. Donc ça, c'est un gros truc aussi. Pareil, le nombre de bouteilles que tu mets dans le carton, ça peut avoir un impact dans certains marchés. Donc, en fait, tu accumules, tu as des centaines de petits trucs que tu peux faire un peu mieux que les autres. Okay. Et donc, ouais, tout ça, ça rentre en compte. Et aussi, je pense, l'idée que de ne pas se diversifier trop tôt. Et je pense beaucoup de vendeurs Amazon, tu l'entends, ils sont à 1 million de revenus. Et ils sont là, ouais, il faut que je fasse du retail, il faut que je pousse les ventes sur mon site. Mais bon, le meilleur exemple là-dessus, c'est BMS, où ils vont atteindre probablement 100 millions l'année prochaine. Et eux, ils n'ont jamais réfléchi à autre chose qu'Amazon, toi. Ouais. C'est full Amazon. Et je pense que en fait, c'est tout impossible de créer une boîte qui fait 1 milliard juste en opérant de façon très efficace sur Amazon. C'est faisable. Et donc, un peu, et notamment, pour Amazon, je pense qu'avant 100 millions, ça sert à rien de regarder ailleurs, toi. Encore une fois, Amazon, c'est le truc le plus gros e-commerce au monde. Il y a de la place, toi. Il y a des trucs à faire sur Amazon. Qui amène un peu à une autre leçon, on parle souvent de ce même, le mid-wit, donc là, t'as l'abruti et le génie qui pensent la même chose, et t'as le mec au milieu qui se réfléchit. Ouais. C'est ça. Et moi, j'essaie toujours un peu de prédire l'avenir, tu vois, dire, ouais, mais ce produit-là, il fonctionne, mais peut-être que pour cette raison, il faudrait pas trop aller là-dessus, ainsi de suite. En fait, je pense qu'il faut juste se baser sur les dates actuelles, et pas essayer de réfléchir à 1 an, 2 ans, 3 ans, Amazon va monter tu t'en fous, tu te bases, ça fonctionne, on va dessus, toi. Et effectivement, parfois, tu vas te faire avoir, mais dans 90% du temps, c'est le meilleur truc à faire. Et même un truc un peu lié à ça, je pense que toi, tu as commencé à investir en bourse très très tôt. Ouais. Et de façon régulière, ça tous les mois, tu investis, je crois, c'est ça. Ouais. Alors que moi, pendant longtemps, parce qu'on était en gros entre 2012, entre 2011 et 2020, il y a un mini crash, mais on était en all-time high continuellement, toi, ça faisait que monter, toi. Donc moi, j'étais toujours un peu l'état d'esprit un peu débile. Ouais. Et en plus que ça n'a jamais été aussi haut, faut pas rentrer maintenant. Mais ça, je me dis, c'est all-time high, putain, c'est con d'aller au moment où c'est le plus cher, toi. Ouais. Ce qui est, et alors qu'en fait, c'est con. Et étonnamment, parce que si tu regardes en fait les stats, c'est que une majorité des jours sont le all-time high. C'est ça. En fait. Exactement. Et donc, tu as 2 trucs, je pense, qui aussi jouent en plus. C'est que forcément, il y a un gros biais sur tous les youtubeurs de dire le crash arrive. Ouais. Et après, on les tient jamais responsables quand le crash arrive pas. Toi. Mais je pense qu'il faut juste se souvenir du truc de Warren Buffett où tu peux pas time le market. Tu peux pas time le market. Ouais. Et si Warren Buffett n'y arrive pas, tu n'y arriveras pas. Et aussi, je pense un truc con, mais c'est que, en fait, le stock market, il est plus, surtout maintenant, mais il est plus corrélé à la création monétaire que à la croissance des boîtes. Toi. Parce que moi, je me disais, ouais, mais l'économie ne grossit pas tant que ça, donc c'est pourquoi ça fait plus 10% alors que l'économie grossit plus 2%. Ben, en fait, la différence, je simplifie un peu, mais c'est en grande partie parce qu'on imprime de l'argent qui n'est pas possible. Et donc, et aussi, il y a les dividendes. Et tu as les dividendes, effectivement, tu rajoutes encore les. Mais même avec les dividendes, tu rajoutes la croissance et plus les dividendes, ça ne tient pas, quoi. Non, dans l'autre sens, c'est ce que je dis. C'est encore plus abusé de ce point de vue-là. Non, parce qu'en gros, le rendement de tes actions, c'est les dividendes plus la croissance du prix de l'action. Mm-hmm. Et la croissance du prix de l'action, c'est la croissance de l'entreprise plus l'inflation. C'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la plupart des boîtes, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, tu as peut-être, si on va dire que dividende plus croissance de la bourse, c'est peut-être plus 12%, plus 14%, je pense qu'il y a quasiment la moyenne sur les 10 dernières années, un truc comme ça. Ben, en fait, je pense que tu as une minorité qui vient de la croissance de la boîte et une majorité qui vient juste de l'inflation et du coup de la création monétaire. Et donc, en fait, investir en bourse, c'est un moyen de te prévenir de l'inflation, quoi. Enfin, de t'en préserver. Bah après, en théorie, tous les investissements sur des actifs devraient être le cas, parce que normalement, les actifs devraient bouger. De ce point de vue-là. Bah, le cash ne protège pas l'inflation. Mais tu perds de l'argent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à des actions. Mais tu vois, par exemple, moi, je crois que j'avais mis beaucoup d'argent pour une raison qui était totalement random, tu vois, genre... j'attendais d'avoir un certain compte, donc j'avais accumulé de l'argent quelque part pour pouvoir l'investir, etc. J'ai mis beaucoup d'argent, je crois, en février 2020. Okay. Et juste après, ça a descendu. Et après, j'étais en mars, j'ai remis. Mais en fait, tu vois, tu étais en mode, ah putain, je viens de mettre là, et bim, juste après, c'est redescendu. Mais en fait, là où t'as mis, c'est beaucoup plus bas de là où c'est aujourd'hui, en fait. C'est ça. Ça prend pas si longtemps de revenir, même si t'as mis au mauvais moment, en théorie. Ça prend pas si longtemps de revenir. Encore une fois, l'économie peut se casser la gueule si on même continue si ça se casse la gueule, avant, ça peut prendre 1 an et demi. Hein. Et si même si tant qu'on a pris de l'argent faut qu'il y ait quelque part, et il va aller en partie en bourse, quoi. Un peu la troisième leçon aussi liée à ça, c'est la fameuse question de Jeff Bezos, je trouve qu'on n'a pas passé, parce que c'est du génie un peu sous-estimé. C'est qu'est-ce qui n'a pas changé, tu vois. On pense à beaucoup Amazon comme étant une entreprise qui a innové. Toi, ils ont l'e-commerce, AWS et autres. Mais lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, à la base, toute cette innovation, elle sert à améliorer les préférences des clients qui vont pas changer.
Donc les préférences des clients, c'est quoi? C'est avoir le prix moins cher possible pour un produit donné. Les gens vont dire oui, il y a les produits de luxe, on s'en fout. Mais la majorité des produits, les gens veulent le prix le moins cher possible. Augmenter la sélection, d'avoir plus de choix tout simplement. Et aussi la rapidité de livraison. Il y a zéro scénario où les gens vont vouloir que ces trucs aillent dans l'autre sens, tu vois. Donc en fait, tous nos efforts doivent être pour driver ça parce qu'on sait que c'est sécure. Dans 5 ans, les gens voudront des prix moins chers, la meilleure sélection, la livraison plus rapide. Dans 20 ans, ce sera pareil, toi. Et donc forcément, la façon dont ça s'applique à ce scénario-là, c'est que bouteille d'eau, les gens voudront boire de l'eau, tu vois. Alors tu peux avoir des différents designs et autres, mais globalement, c'est un truc, il n'y a pas trop de raisons que ça change. Alors qu'avant, on se basait beaucoup sur des marchés, on pense que ça va grossir, toi. On avait fait notamment un gros bet qui avait foiré sur le charger wireless, où en fait, on arrive un peu trop tôt, puis après, on était trop tard parce qu'on n'avait plus la meilleure technologie, et on s'est embourbé là-dedans. Et donc maintenant, je suis un peu obsédé par les produits où en fait, tu sais que là, dans 10-15 ans, les gens ils voudront une meilleure bouteille d'eau. Et en fait, c'est quoi une meilleure bouteille d'eau? C'est une bouteille d'eau qui tient la chaleur ou la froideur le plus longtemps possible, qui est la plus ergonomique possible et qui est la plus agréable à regarder possible. Tu vois. Et en fait, tu as 3 vecteurs ou 4 vecteurs à améliorer et c'est tout, quoi. C'est assez simple. Tu n'as pas de révolution technologique qui va probablement arriver derrière. Et après, bon, et du coup, aussi, pareil, tu veux driver le prix le plus bas possible pour un truc à la bouteille d'eau. Donc, encore une fois, essayer d'être le plus optimal de façon logistique et offrir la meilleure valeur possible. Et aussi simplifier la décision, en fait. C'est l'avantage aussi d'avoir des listings comme BMS où ils sont protège-matelas, ils ont 160 000 reviews. C'est que tu achètes un protège-matelas, tu n'as pas envie de passer 3 heures à comparer les protège-matelas. Tu vois, leur valeur est bonne, le produit est bon et le prix est pas cher, tu achètes, quoi. Donc, ça, je trouve ça simplifie un peu la charge mentale de qu'est-ce que tu cherches à optimiser dans ton business. Un autre aspect aussi, c'est le fait, encore une fois, que j'avais un peu ce complexe de me dire, putain, j'aurais du mal à recruter si on ne fait pas un truc plus intéressant, plus glamour. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai eu une discussion avec BMS récemment, justement, où ils disaient, parce qu'il y a un article sur LinkedIn où BMS a été nommé comme étant le numéro 3 des meilleures ventes dans la catégorie cuisine et maison sur Amazon France, tu vois. Ok. Et tu pourrais dire, toi, parce que nous, on lit toujours des biographies de tarés. Cuisine et maison, c'est déjà plus sexy que protège-matelas. Tu vois, tout est dans le framing. Ça, mais nous, on lit toujours des biographies un peu, je pense, dans un biais. En fait, tu t'envoies pas des fusées dans l'espace où tu fais pas des trucs incroyables. C'est un peu nul. Et lui, eux, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que dans leur équipe, les gens étaient fous, tu vois. C'était là, ils se partageaient le truc. Regarde, on est numéro 3 dans la catégorie cuisine maison Amazon France, tu vois. Et donc, en fait, le fait d'être meilleur dans quoi que ce soit, un peu peu importe limite, ça motive les gens et ça, je pense que tu peux attirer des talents aussi. Donc, ouais, mais pas hésiter, même si t'as l'impression que c'est un truc un peu ridicule. Non, t'es le meilleur, quoi. Peu importe la catégorie. Et ça rejoint un peu toute la discussion qu'on avait aussi sur le fait que les gens sont même fascinés par les trucs comme les speedruns, les trucs qui ont... en fait, t'es attiré de juste quand c'est le numéro 1, quand t'es le meilleur, quoi. Et du coup, ça a un peu altéré aussi ma vision de la boîte et sur le long terme. Je pense qu'en fait, ce qu'on veut, c'est une partie un peu dérisquée sur ces produits qui sont evergreen. On sait que si on est bon, ça va fonctionner, toi. C'est juste une question de notre skill à nous, de notre compétence à nous. Le marché, il y a peu de chances de faire des énormes surprises. Donc, on a ce côté-là. Et on a aussi une partie un peu big bet. Bon, donc là, c'est des produits beaucoup plus innovants. Et là, l'idée, c'est que tu peux avoir des outside returns, donc des retours démesurés. Et aussi qu'il y a un aspect forcément kiffant à faire des produits innovants, quoi. Et que là-dessus, t'acceptes que t'es peut-être potentiellement sous-optimal, mais encore une fois, ça fait partie du kiff du boulot. Mais là, je pense que j'ai quand même perdu genre 3-4 ans à vouloir à tout prix sortir d'Amazon, comparé être bon dessus. Et c'est un peu, encore une fois, ce qui a fait l'écart avec BMS, où ils ont juste dit... Eux, ils ont vu la valeur au fait d'être très très bon opérationnellement sur Amazon, tu vois, tout simplement. Alors que moi, ça a mis du temps. Et je pense que c'est assez commun, en fait, quand tu as été dans le business pendant 4-5 ans, de plus trop voir justement tes assets, enfin tes atouts actuels, et te dire que ouais, maintenant c'est trop limité et qu'il faut aller sur autre chose. Forcément, toi, il y a un parallèle qui se fait sur le fait que tu as le sentiment que le marché du marketing est capé sur YouTube et que du coup, tu es parti sur... En fait, je pense que du coup, tu as un peu plusieurs options. C'est soit partir sur... Est-ce que tu as fait aussi en partie dire ta compétence, c'est YouTube et la création de vidéos, et du coup, aller sur d'autres domaines, ou tu restes sur la partie formation, marketing, mais du coup, tu le fais en version de SaaS. Donc, comment tu réfléchis un peu à ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à un bourriner sur Marketing Mania, genre x4, et juste voir ce qui pourrait se passer Je pense que je tombe un peu dans le même piège que toi, où je me suis dit, ok, on a un truc qui marche bien, il faut qu'on fasse levier sur le truc qui marche pour faire un autre truc. Plutôt que de se dire, on a un truc qui marche bien, on va continuer à faire juste un seul truc qui marche bien. Et tu vois, il y a vraiment un argument qui serait de dire, Stan, t'as été faire du SaaS, t'aurais pas dû le faire, en fait. Mais après, c'est difficile de savoir le contre, tu vois, qu'est-ce qui a été perdu en termes de focus ou pas, etc. Parce que même si le SaaS, ça marche, est-ce qu'on aurait pu faire x3 sur les formations, etc.
Je pense qu'il y a aussi un élément où j'avais l'impression, mais ça, après, c'est vrai, mais que je peux plus grossir mon audience sur YouTube en matière de volume autant qu'avant. C'est-à-dire que même si je fais des vidéos, Diminishing returns, ouais. je vais pas prendre autant de nouveaux abonnés. En fait, les vidéos font toujours autant de vues, mais c'est beaucoup de gens qui me connaissent déjà. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait plus autant de croissance à avoir de ce côté-là. Et j'avais aussi l'impression que sur les formations, la manière dont le business de formation fonctionne, c'est qu'au départ, quand tu as une formation, tu gagnes de l'argent. Quand tu as 2 formations, tu vas quasiment doubler ton chiffre d'affaires. Quand tu as 3 formations, tu vas encore l'augmenter. Mais à un moment donné, quand on a 10, la 11e, en fait, elle vient remplacer la première en un sens. Tu vois, on va dire, pour schématiser, que si je fais un lancement par mois, j'ai en gros 12 slots de formation que je peux lancer par an. Mais une fois que j'ai 12 formations, lancer la suivante ne marche pas tant que ça. Et donc, en fait, on est allé sur un truc où les dernières formations que j'avais fait qui avaient cartonné, c'était, mettons, toujours tout ce qui est le copywriting. Après, YouTube Mania, ça avait cartonné. Cette année, on a fait Editing Mania, qui m'a beaucoup surpris et qui a très bien marché. Mais tu vois, on a été faire une formation genre sur LinkedIn. Tu vois, ça intéresse certaines personnes, mais c'était pas un énorme carton, ça n'a pas changé la boîte, etc. Donc, on est en train de se dire, OK, sur YouTube, on va continuer à faire des vidéos, on va continuer à avoir notre audience, mais on va peut-être pas tripler l'audience. Sur la vente, sur la monétisation, la vente de formation, on essaie de faire plus de formations et ça rajoute un peu de chiffre d'affaires marginal, mais c'est pas aussi gros que nos grosses formations, donc ça peut pas, il n'y a pas de x2, etc. Et j'étais un peu en mode, on est sur des optimisations marginales ici et là, et en fait, j'arrivais pas à m'exciter pour cette optimisation marginale. J'arrivais pas à m'exciter j'ai besoin de me raconter une histoire où on allait faire x10 en fait. Et je voyais plus le chemin où là où j'étais, où je pouvais faire x10 sur ce que je faisais. Versus, mais en fait, ça a changé parce que pendant 5 ans, tout augmentait de 50-60% par an en faisant juste des vidéos et des formations et ça augmentait de 50-60% par an, tu vois, pendant genre 4-5 ans. Et au moment où ça a commencé à ralentir, je me suis dit, bah du coup, ok, tout est plus marginal. J'ai commencé à réfléchir à autre chose parce que j'avais besoin de me raconter cette histoire, tu vois, du prochain truc. Et je pense que j'ai beaucoup cet effet, moi, de l'herbe est plus verte de l'autre côté du chemin, tu vois. En me disant, ouais, ok, le problème de mon business actuel, c'est que il y a que les gens qui me connaissent qui vont acheter mes formations, donc je suis limité par mon audience. Et mon audience, elle est limitée par quoi? Aujourd'hui, je pense que mon audience, en fait, elle est limitée par le contenu que je choisis de produire. Un truc qu'on avait vu avec MrBeast dans l'épisode précédent. Pour être vraiment extrêmement grand public, pardon. Les paid ads, est-ce que du coup, tu regardes des gens qui ne te connaissent pas? Est-ce que ça fonctionne sur les gens que tu ne connais pas? Oui. Mais tu vois, pour revenir sur la question de mon contenu, parfois je me dis mon contenu il est peut-être trop intello en fait. Trop intello. Tu vois, simplement, tu vois, pour faire du mass, tu es en mode le MrBeast du marketing, il va peut-être pas faire les vidéos que moi je fais, tu vois. Et après, bon, moi j'ai juste envie de faire les vidéos qui moi aussi, le critère sur mes vidéos, c'est le même que celui qu'on a vu sur MrBeast. Hein. C'est qu'est-ce qui, moi, personnellement, me semble intéressant. Et ce qui, je pense qu'au fil du temps, je bénéficie, tu vois, d'avoir été là depuis longtemps, que les gens me connaissent, ils vont me suivre sur mes délires. Mais au fil du temps, je m'intéresse moins à comment débuter, comment monter ton premier business, est-ce que c'est une bonne idée de faire ci ou de faire ça. Ça m'intéresse moins parce que c'est plus ma situation. Et je m'intéresse plus aux éléments de psychologie humaine qui, pour le coup, sont evergreen et qui ont l'avantage de pouvoir être compréhensibles par une personne qui débute. Et donc, cet élément sur les paid ads, c'était peut-être le truc où, en fait, je me disais, ouais, les paid ads, ça va être marginal, je vais récupérer 20-30% de chiffre d'affaires en plus, etc. En fait, ce qui était faux. Aujourd'hui, on a récupéré plus de 20% sur les paid ads et on est loin de les avoir optimisés. Aujourd'hui, les projections qu'on a et qui sont basées vraiment sur... On a parlé du consultant récemment, mais qui sont basées sur parler à des gens et voir les volumes qui sont possibles, etc. Par rapport... En fait, on regarde le volume qu'on fait actuellement et combien on pourrait monter les ads si on pouvait scaler suffisamment l'équipe derrière. Et on pense en fait que c'est un truc qui aurait eu toujours le potentiel de au moins doubler, mais potentiellement tripler ce qu'on faisait. Et, ou peut-être plus. Après, à un certain point, c'est impossible de savoir en gros à quel point est-ce que tu capes, tu vois. Mais en gsi il y avait beaucoup de potentiel. Et pourquoi est-ce que j'ai pas été directement très agressivement sur les paid ads? Parce que j'ai l'impression que tout le monde le faisait, tu vois. Peut-être le même truc, tu vois. C'est un peu si tu fais des formations marketing, les paid ads, c'est un peu comme lancer une bouteille d'eau, tu vois. Ce que c'est le truc évident que tout le monde te dit de faire, que tout le monde fait. Moi, j'étais en mode, mais non, mais regarde, on est des génies sur YouTube, qu'est-ce qu'on va aller faire sur les paid ads, à aller montrer des Lamborghini comme tous les kékés, tu vois. Et donc, j'avais un peu ce côté en me disant, je l'avais testé, mais en fait, je l'avais testé, mais mal, tu vois. Je l'avais testé avec un gars qui était soi-disant un killer de YouTube ads, mais en fait, ce qu'il faisait, c'était pas ouf. Et ça marchotait, mais c'était en mode, ok, ça récupère 20% de CA en plus, j'ai pas envie de me faire chier pour ça. Mais en fait, je pense que le potentiel était plus grand que ce que je pensais, mais c'était peut-être trop évident en un sens, tu vois. C'était trop évident. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que du coup, sur les paid ads, aujourd'hui, on vend majoritairement à des gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'on vend un produit
C'est aussi le problème quand tu vends sur de l'organique, c'est qu'il faut constamment avoir un nouveau produit à proposer parce que si tu as une audience de 500 000 personnes, tu fais un lancement, tout le monde va acheter. Un deuxième lancement, bon, il y a des personnes qui l'ont pas vu la dernière fois qui vont acheter, mais au bout du 4e lancement, les gens qui voulaient acheter, ils ont les acheté. gens qui voulaient acheter, donc en fait, tu es constamment obligé de trouver le prochain produit à vendre. Quand tu fais du paid ads, c'est exactement l'inverse. Finalement, tu as un seul produit, par contre, tu vas constamment trouver des nouvelles personnes via tes ads. Et tu vends quoi comme produit du coup avec les paid ads? Le principal produit qu'on a en paid ads, c'est l'école des copywriters. Okay. Donc, c'est ma théorie que j'ai depuis longtemps, c'est que la meilleure manière, si tu veux démarrer sur Internet, c'est d'apprendre une compétence que tu peux vendre à des entreprises et trouver des clients. Et donc, voilà, pour les gens qui veulent devenir copywriter, on leur propose ça. Et ça va être des gens qui ne me connaissent pas, qui vont découvrir ça via les pubs. Et donc, du coup, on a totalement brisé ce bottleneck du contenu. À un point, en fait, où je suis en train de me demander, mais du coup, si notre principal facteur de croissance, c'est école des copywriters, en fait, les vidéos, comment elles rentrent dans ce modèle, tu vois, ça a un peu changé mon business model. C'est là où ça, tu vois, c'est peut-être que j'avais une résistance là-dessus parce que ça change en fait le paradigme fondamental du business et le bottleneck se déplace autre part en fait. Là où le bottleneck, ça avait toujours été l'audience et les produits. Là, on n'a plus un bottleneck d'audience parce qu'on a les pubs et on n'a plus un bottleneck de produits parce qu'on a besoin d'un seul produit en fait. Même s'il y a potentiellement, tu vois, toujours un raisonnement. Après, le next step évident là-dessus, c'est ton back-end. Donc en fait, si tu peux dépenser beaucoup d'argent sur les ads, et est-ce que tu as un back-end? Donc par exemple, pour nous, ça pourrait être ce que je voudrais le plus faire, mais ce qu'on n'a pas encore eu le temps de 100% mettre en place, on l'a mis en place à petite échelle, je voulais le faire à grosse échelle, c'est de dire, ok, si tu as pris la formation et quand tu commences à avoir des clients, quelle est la prochaine difficulté des gens? En fait, on leur apprend à prospecter, ils prospectent et ça marche, les gens trouvent des clients. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont plus envie de prospecter. Et donc après, soit ils doivent créer du contenu, soit quoi d'autre, tu vois. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc pour les gens qui sont plus avancés, qui ont déjà eu une quinzaine de clients et qui n'ont plus envie d'aller chercher leur prochain client de la même manière. Soit on crée un groupe où ils peuvent networker avec des entrepreneurs. Bref, tu vois, il y a peut-être un back-end que tu vends derrière aux clients qui sont déjà là parce que quand tu fais de la pub, tu dois optimiser tes pubs et tu as une certaine marge là-dessus. Tu payes une fois et après tu veux maximiser. Si tu vends une deuxième chose à tes clients à succès, en fait, ça, c'est de la pure marge. Bref. T'as quoi actuellement à OS, si tu veux le partager? Donc, en gros, on va avoir une personne qui prend un appel pour environ 150 €. On va faire environ, ça dépend des périodes, mais on cible environ à 500 € en cash aujourd'hui sur l'appel. Mais après, il y a des plans de paiement. Donc, en gros, si le produit au total, il va coûter 3 000 €, on veut dépenser entre 15 et 20% en pub. Ce qui est très bon, ce qui est un très bon ratio du coup. Mais l'autre élément, c'est qu'en fait, on ne peut pas se baser sur ce chiffre-là. Et du coup, 3 000 €, il faut un appel entre deux. Toi, tu penses que tu envoies directement, ça fonctionne zéro, vous avez testé? C'est un produit que j'ai vendu pendant des années sans appel. Du coup, pourquoi vous faites un appel actuellement? Ça fonctionne en fait, le problème, si tu vends sans appel, c'est que ça prend trop longtemps de faire tourner ton cash. Ok. En gros, aujourd'hui, tu vas dépenser, mettons, 30 000 50 000 € par mois sur de la pub. Sur les personnes qui rentrent sur ma liste depuis ma chaîne YouTube, la plupart vont acheter au bout de 3, 4, 6 mois en fait. Donc si en moyenne les gens achètent mettons au bout de 5 mois et que je dépense 50 000 € par mois en pub, ouais, ça veut dire que je suis toujours sur un trou dans mon cash flow de 250 000 €. Là c'est un problème, il y a un problème de cash flow. En faisant un appel, les gens vont acheter au bout d'une semaine. Parce que du coup tu peux discuter avec eux, voir leurs problèmes, voir leurs difficultés et en fait leur dire bon bah écoute, j'ai répondu à toutes tes questions, tu le veux ou tu le veux pas, et avoir une décision qui va être plus rapide. Donc ça, c'est un élément de cash flow. L'autre élément, c'est que c'est un élément de tracking. Parce que si ça prend 6 mois pour les gens d'acheter, si je fais un changement aujourd'hui, j'ai une nouvelle pub, je peux pas savoir si elle va marcher ou pas. Parce que ouais, tu fais rentrer des gens dans le tunnel, mais ça se trouve, je fais rentrer des leads qui sont pas qualifiés. Et je peux pas savoir en fait. Donc tu as besoin de raccourcir ce délai. Là, tu peux voir le taux de gens qui vont sur l'appel, le taux de closing sur l'appel, et tu raccourcis le délai, et c'est comme ça que tu peux optimiser les pubs. Parce qu'avant, c'est un produit, moi je le vendais le produit exactement tout identique. On avait le même accompagnement, parce que nous, on a beaucoup de coaching, d'accompagnement, etc. derrière, mais c'est déjà le cas avant, en fait. Et donc, ce produit à 3 000 € qu'on vendait avec tout l'accompagnement derrière était vendu juste sur une page de vente. Mais c'était parce que j'avais pas de problématique de cash flow, surtout, j'avais pas de problématique de tracking. Et c'est là où, voilà, où tu vois, c'était aussi une résistance que moi j'avais à devoir, parce que une fois que tu travailles sur une équipe de vente, ton bottleneck devient un bottleneck humain, d'avoir des personnes vraiment excellentes, en fait, pour parler aux gens au téléphone. T'as essayé toi un peu ou pas? Est-ce que tu t'es prêté à l'exercice? Je l'ai fait par le passé, mais pas sur cette itération du truc, honnêtement. En fait, moi le problème que j'ai, c'est que j'aime pas faire les appels, en fait. Non, j'aime pas faire les appels. Moi, tu vois, mais récemment, j'ai vendu un truc à 15 000 € par mois à des gens au téléphone sur du service qu'on devait faire. Donc je sais après comment ça fonctionne. Mais en fait, je pense que je sais pas si je serais assez bon
pour travailler dans l'équipe de vente sur École des Copilateurs. Ok. Je pense qu'en fait, je marcherai, oui, parce que c'est moi et c'est moi sur les vidéos, etc. Donc, j'aurais un avantage par rapport à eux, mais mettons que on masquait ma voix et ma tête, ça. tu vois. Et est-ce que je serais Bonjour, assez c'est bon? Jean-Pierre. Il faut vraiment, tu vois, être capable de parler à une personne, de comprendre vraiment ses besoins rapidement, etc. Et moi, c'est un truc que je sais faire, mais c'est pas un truc que j'ai autant poncé et pratiqué qui serait nécessaire, tu vois. Mais ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup, tu as un business de formation, où la beauté du business de formation, c'est que tu as des marges qui sont énormes, et qu'en fait, tu scales uniquement sur du contenu. Et d'un coup, tu arrives à un truc où tu dois surveiller tes marges parce que tu as des coûts d'équipe, tu as des coûts de pub. Tu vois, nous, en fait, les 3 principaux coûts, c'est la pub, l'équipe de vente et l'équipe de coaching derrière, qui coûte assez cher, l'équipe de coaching, parce qu'on prend uniquement des gens qui sont des copilateurs en activité, qui viennent, tu vois, coacher 1 ou 2 jours par semaine. Donc forcément, il faut bien les payer, mais après, pour nous, ça apporte beaucoup de valeur pour les clients. Donc il y a très peu qui proposent ça, quoi. C'est et personne d'autre ne propose sur nos concurrents. Mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est qu'en fait, bah, du coup, si mes pubs elles sont un peu trop chères, mon taux de conversion il est pas mal, ça commence à manger la marge. Alors qu'avant, tu n'avais pas besoin de... Ouais, avant, tu n'avais pas besoin de t'équiter. Donc, tu vois, idéalement, tu veux faire quelque part au moins 30%, on va dire. Tu veux faire entre 30 et 50% de marge selon la source de trafic. Est-ce que tu suis Antoine Blanco, qui est dans le podcast Sans Permission? Est-ce que lui, justement, il a un business de coaching ou de formation? C'est un modèle similaire. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois un peu l'évolution au début où tu as un peu un truc où il fait genre 100 000 euros de CA et c'est quasiment 100 000 euros de profit, tu vois. Parce qu'il n'y a que lui et toi. Et toi, après, il scale le truc, mais tu te rends compte qu'il a 500 000 de CA, mais que maintenant il a 100 000 de salaire, il a 100 000 d'ads, et donc ça devient un peu plus le bordel. Et effectivement, tu sens que ça lui pèse un peu, le fait et ça lui manque, tu vois. Et ça change, tu vois, ton business. Et t'es sur ton bottleneck humain, en fait, de recrutement, de trouver des personnes excellentes, etc. Qui n'était pas le cas avant, en fait. Avant, t'avais un truc où tu dis, OK, il n'y a aucun bottleneck, je peux scaler, etc. Donc ça change. Et tout ça pour dire que, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'être un visionnaire du marketing pour voir que, si tu penses que ton audience organique elle a un peu saturé, va aller faire une autre source de trafic et probablement les paid ads en fait, tu vois. Mais j'ai pas été dessus. Ça a été ma 3e réponse, tu vois. Ma première réponse ça a été on va faire du SaaS. Ma 2e réponse ça a été on va lancer des business spin-off du type Yamania et tout ça. Et ma 3e réponse ça a été bon. On va prendre ce produit qui est un autre produit best-seller, etc. et on va essayer de le mettre en paid ads. Et en fait, ça a marché tout de suite, tu vois. On a été rentable en mois 1 avec ce truc parce que le produit, il arrive avec des témoignages, on avait une page de vente. On avait déjà des assets, mais il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas. Évidemment, on n'avait aucune compétence particulière en pub, aucune compétence particulière en vente au téléphone, etc. Donc, tout au départ était sous-optimisé, mais le produit a été rentable direct. Et potentiellement, si j'avais été vraiment commit de me dire mon business, c'est de former les gens sur comment gagner de l'argent sur la net ou sur former les gens en marketing, etc. Je me serais dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Mais comme je me suis dit, non, en fait, mon asset, c'est je suis fort sur YouTube, donc je vais aller faire Yamania, par exemple. Ok, mon asset, c'est mon audience, donc je vais aller faire du SaaS, etc. Tu vois. J'ai été voir des trucs qui étaient peut-être pas la réponse la plus évidente, mais qui étaient la réponse qui, moi, je pouvais me raconter une meilleure histoire autour de ça. Ce qui est con, parce qu'en fait, l'histoire que je peux maintenant me raconter autour des paid ads, elle est démentielle en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vends à des gens qui ne me connaissent pas. Donc, ça veut dire c'est que demain, je peux aller prendre n'importe quel, en gros, métier et je peux me dire, OK, je vais aller créer une pub, une page de vente, créer un produit derrière pour te former et être data scientist, pour être développeur, pour être designer, etc. en fait. C'est le même playbook exact parce que ça se repose plus sur le fait que j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, ce qui est en fait le truc vraiment difficile à répliquer sur un autre business. Ça se repose uniquement sur le fait de... C'est vraiment, tu dis, c'est des personnes qui connaissent pas dans le sens même, vraiment, ils connaissent pas ta tête, quoi. Ils m'ont jamais vu leur vie. Okay. Notamment parce que, en fait, sur YouTube, la plupart des gens qui sont intéressés par le domaine me connaissent. Mais en fait, il y a des gens qui regardent pas YouTube. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sur Instagram ou Facebook. Et en fait, qui traînent pas sur YouTube. Toi, d'ailleurs, c'est un autre truc. T'as jamais vraiment poussé Instagram, Twitter, peu importe. C'est aussi un autre élément. T'es resté très YouTube, toi. J'ai jamais poussé tous ces éléments parce que, personnellement, ça m'intéresse moyen. Mais on récupère des gens qui sont sur Instagram, etc. et qui m'ont jamais vu de leur vie. Et aussi, on a toujours eu beaucoup de femmes qui achetaient ce programme sur le copywriting. Et ma chaîne YouTube performe très mal auprès des femmes. Ce qui est aussi le cas pour le trilliard. Mais un truc dans la manière dont j'explique les choses ou les sujets que je choisis, etc., parle pas aux femmes en fait. Même MrBeast, c'était pas surprenant que ça, mais c'est 70%. Et la théorie, c'est que même dans les femmes, il y a beaucoup de mères en fait, où les gamins se connaissent sur le compte YouTube de leur maman. Et en fait, du coup, le vrai taux serait plutôt genre 80%. C'est possible. Et après, de façon générale, YouTube, c'est quand même un peu biaisé. Et c'est vrai que si tu regardes en fait les chaînes auxquelles tu es abonné, quel pourcentage de femmes en fait, tu vois.
Ouais, très Moi, fort. tu vois, peut-être sur 50 abonnements, je dois avoir 3 ou 4 chaînes Ouais. max qui sont des femmes. Donc, en fait, bah, ça revient un peu à ce truc de voilà, moins de 10% des chaînes auxquelles je suis abonné sont des femmes, tu vois. Alors, j'ai pas l'impression d'être biaisé, tu vois. C'est pas, oh, c'est une vidéo par une femme et tout. C'est juste que les vidéos qui me sont recommandées, les vidéos que les personnes avec qui j'ai tendance à fonctionner. Et donc, ça, ce que ça veut dire, Est-ce c'est que que pour moi, ça m'a ouvert beaucoup mais de- est-ce que ta queen passe beaucoup de temps sur YouTube? Non. Moi non plus. J'ai zéro. Tu vois, c'est vraiment. Alors que Instagram, beaucoup, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça aussi. Elle a un pas énorme cette écart, culture. Et bah, je sais pas quels sont les stats pour YouTube en général. Après, il y a des niches YouTube, mais je pense que ouais, elle a pas cette culture de OK, j'ai mes abonnements YouTube, je suis les personnes, etc. Tu vois, c'est pas la même manière d'aborder le truc. Si elle est sur YouTube, c'est vraiment pour regarder une vidéo spécifique pour lui donner un lien, quoi. Et donc, mais après ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes sur YouTube. C'est juste que mes vidéos les touchent moins. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce programme, il a toujours bien marché auprès des femmes. En fait, j'avais toujours disproportionné. Peut-être que tu vois, si j'ai 10 à 15% de mes personnes sur YouTube qui me regardent qui sont des femmes, j'avais toujours eu 30-35% des clients de ce programme qui étaient des femmes. Donc tu savais qu'il y a un truc à exploiter là-dessus, quoi. Pourquoi je pense que le copywriting en tant que compétence, il y a pas mal de femmes à qui ça parle, en fait. Écrire, hein, qui savent écrire. Et qui savent écrire en mode. Non, je peux pas parler genre en CP, littéralement, ils savent écrire. Même en. Toi, c'est con, mais les bacs L, c'est quoi? 70% de femmes, donc les femmes ont une appétence pour l'écriture, quoi. Et donc là, tu vois, ça te montre que il y a potentiellement beaucoup de femmes qui sont intéressées par mon programme, mais clairement, elles me découvrent pas sur YouTube. Donc là, tu vois, à partir du moment où je suis arrivé sur du Instagram et sur du Facebook, en fait, bah, on touche beaucoup de ces gens qui ont jamais entendu parler de moi. Et donc, tu vois, la question c'est, dans quelle mesure est-ce que pouvoir dire que j'ai 500 000 abonnés sur YouTube va aider à convaincre ces gens? Et à mon avis, quasiment zéro. Par contre, ce qui aide beaucoup, c'est qu'on a vraiment... c'est un programme qu'on a commencé il y a donc il est plus bien, de 3 ans. Donc on a beaucoup... bien fichu, beaucoup le programme est très bien, mais aussi on a beaucoup de témoignages. Notamment, on a beaucoup de témoignages féminins que je mets beaucoup en avant. La première personne, si tu veux, la personne qui m'a donné l'idée de créer ce programme, c'était une femme en fait. Parce qu'elle avait acheté ma formation copywriting et elle avait utilisé sur le business qu'elle avait à l'époque et ça avait bien marché. Et après, elle avait acheté ma formation freelance. Elle m'avait demandé, bah tiens, est-ce que je pourrais pas faire du freelance en copywriting, etc. Et je lui ai donné des conseils à l'époque. Et quand ça avait marché pour elle, ça m'avait inspiré à dire, on va le vendre en one shot. Et elle avait donné des masterclass à l'époque, elle avait fait un témoignage, etc. Donc en fait, le programme avait toujours, tu vois, avait une influence féminine dedans. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut vendre à des gens qui me connaissent pas. Et ce que j'ai là, c'est un système où je me dis, sur le papier, tu dis n'importe qui pourrait le faire, en fait. En fait, d'un point de vue opérationnel, les compétences tacites, c'est exactement le truc des bouteilles d'eau, sont énormes. Et aujourd'hui, on a... Alors du coup, j'essaye d'éviter de trop y penser. Parce qu'aujourd'hui, je réfléchis tout le temps. En gros, le modèle ici, tu peux dire le playbook, on parle quand tu dis tu as appliqué plein le de playbook qui est réfléchissable. Ouais. Le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on est à un point où cette opportunité, elle a plafonné? Parce que la dernière fois, je me suis dit qu'on opportunité, elle avait plafonné de manière prématurée. Trop tôt, ouais. Et notamment, comme mon bottleneck, c'est une équipe de vente. Si je monte un deuxième business qui est aussi bottleneck par l'équipe de vente, les deux, ils vont juste être en concurrence pour les ressources. Je pense que si un jour on sent qu'on a plafonné, on peut plus augmenter le budget pub et donc on a l'équipe en place, on se dit bon bah voilà, c'est le volume auquel on va plus ou moins Pour cette plafonner. formation particulière. Là, on se dit ok, prochaine opportunité, qu'est-ce que c'est? Et en fait, moi, ce que je rechercherais à ce niveau-là, c'est un métier auquel je peux former les gens, qui a différentes caractéristiques, c'est qu'il peut être fait à distance et que il n'y a pas besoin d'avoir fait des études particulières, quoi. Donc, un truc que tu peux apprendre. Mais je pense que tu vois, par exemple, Editing, développeur... c'est pas mal. Editing, je pense que ça peut fonctionner. Editing, ça marche, il y a des gens qui le font. Mais tu vois, être développeur, par exemple, ça peut marcher. Mais vraiment, moi, tu vois, faudrait que je trouve la bonne personne, etc. pour le faire. Mais en fait, il y a plein de trucs qui se font et tu dis, on peut répliquer ce funnel, en fait. L'école des youtubeurs, hein. Tu peux faire un truc assez... Le problème, je trouve, sur les youtubeurs, c'est que c'est plus difficile de faire réussir les gens. Ok, ouais, c'est vrai. Même financièrement, c'est plus difficile, tu vois. Si je fais des vues, peut-être pourquoi, mais... Si je fais l'école des youtubeurs, tout le monde ne va pas réussir et ils vont pas réussir sur une courte période, etc. Tu vois. Et c'est là où YouTube Mania, ça fonctionne mieux comme étant un produit que je vends aux gens qui comprennent ma manière de faire des vidéos et qui ont envie de faire des vidéos un peu dans mon style et qui ont envie d'apprendre et d'aller en profondeur dans ce truc-là. Mais pas que ça devienne, enfin, soit un métier où ils vont gagner 2 000 € par mois. Et c'est pas un truc où tu vas gagner 2 000 € par mois d'ici 6 mois, 1 an, etc. Mais il y a plein de métiers qui pourraient être intéressants, genre des métiers un peu émergents, etc. Et là, tu pourrais répliquer tout ce modèle, voilà, directement. Et c'est là où je pense que j'ai voulu chercher des réponses qui étaient plus malignes, plus intelligentes, plus intéressantes, plus excitantes, etc., que la réponse évidente. Et après, tout ce que j'ai fait, ça a marché, tu vois. La question, c'est est-ce que ça aurait été plus facile, tu vois, plutôt que d'aller
apprendre, parce que j'ai dû apprendre quand même à faire un SaaS, tu vois. J'ai dû apprendre comment gérer le produit, comment Après, c'est un recruter skill des que tu as acquis, donc tu peux toujours le voir un peu de toutes les façons que tu veux, quoi. Et pareil, tu vois. Donc voilà, j'ai vécu un peu la même chose que toi, en fait. Je pense que pendant plusieurs années, je me suis dit, ok, il faut absolument que je me différencie. Je pense qu'il y a aussi un truc d'ego où t'as pas juste envie d'être un mec qui vend des formations. Tu vois, on discutait l'autre jour en off de Théophile Hélier, tu vois. Et je pense que le truc de Théophile Hélier, c'est que lui, il avait envie d'être pas juste un mec qui vend des formations, mais un investisseur. Et donc, il a mis beaucoup d'efforts pour devenir un investisseur, etc. Et moi, j'avais aussi ce truc de me dire, j'ai envie de créer un produit vraiment tangible, du SaaS, c'est quoi. Et on avait parlé du carnet, tu vois. J'avais toujours eu ce truc de me dire, ça pourrait être cool d'avoir un produit physique, d'avoir un carnet, d'avoir un machin. Le truc, c'est vraiment, c'est que tu peux avoir ces placements-là, mais quand tu penses aux autres, tu penses pas comme ça, toi. Moi, je me disais pas, BMS, c'est que des vendeurs. Amazon dit, putain, c'est super cool ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu t'appliques un filtre limite plus dur à toi-même, je suis d'accord. Où il y a une petite partie. Je pense qu'en fait, et après, tu rationalises. T'es habitué à ce que tu fais. Et tu vois, aujourd'hui, faire une vidéo qui fait 150 000 vues, pour moi, ça veut rien dire. Alors tu que vois. C'est juste normal, en fait. Tu vois, c'est juste la base du truc. Mais ce qui est drôle, c'est que, pour moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est Guillaume Moubèche. Parce que quand j'ai commencé à discuter avec lui, moi, je voulais faire moi, j'avais une grosse chaîne YouTube, je voulais faire du SaaS. Lui, il avait un énorme SaaS, il voulait faire du YouTube. Je te dis, mais pourquoi tu veux faire du YouTube et aller te faire chier à faire des trucs? Tu peux faire ton SaaS et gagner plein d'argent et tout. Mais lui, il se disait, ouais, mais je vais juste être un mec qui vend un SaaS sur comment faire des emails automatisés. C'est chiant. J'ai envie d'être reconnu pour ce que je fais. J'ai envie que les gens sachent qui je suis. J'ai envie que les gens m'apprécient, etc., me respectent. J'ai envie d'aider les gens d'une manière. J'ai envie d'exprimer ma créativité. Ça. En fait, tu vois, c'est drôle parce que il y a plein de gens qui ont un business qui marche, qui veulent faire du contenu. Et la plupart des gens qui font du contenu se disent, mais je peux pas juste faire du contenu, ils veulent aussi avoir un vrai business, tu vois, legit, etc. Même MrBeast, tu vois, avec Feastables, il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui un peu mainstream. Mark Rober a sa boîte par abonnement pour les enfants et qui veulent avoir un business un peu legit. Pour des raisons financières qui sont, j'ai envie de sécuriser un peu le truc. Mais aussi pour des raisons j'ai envie d'être un vrai entrepreneur et pas juste un mec qui sait faire des vidéos, tu vois. Parce que j'ai l'impression, en fait, une fois que tu as fait des vidéos qui marchent, t'as l'impression que c'est un peu évident et que c'est pas si impressionnant que ça, en fait. T'as l'impression que c'est juste... t'es blasé de ce que tu fais. Voilà. Je suis d'accord. C'est mon tour. Donc, être le meilleur dans ce que tu fais, ça aide à recruter. La vision de la boîte, avec les big bets. Ok, on a parlé de tout ça. Parlons maintenant de Palmer Luckey. Donc, le Palmer Luckey, c'est typiquement le genre de mec où tu lis un article sur lui et t'es complexé de ce que tu fais. En fait, quand tu lis ce truc-là, Palmer Luckey, on va donner un peu de contexte quand même, mais c'est en gros c'est le mec qui a créé Oculus, qui a ensuite été acheté par Facebook. Donc, pour 2 milliards, mais surtout, plus que l'argent, c'est qu'il a créé un truc qui était un peu mort, via Red 7. Il a réinventé la réalité virtuelle à lui tout seul, en étant ado dans sa caravane. Sa caravane, quoi. Et ensuite, il s'est fait jarter pour des raisons un peu controversées, mais il s'est fait jarter de Facebook, pour ensuite aller créer une boîte d'armement qui vaut maintenant genre 10 milliards, tu vois. Qui est la plus grosse boîte d'armement, nouvellement créée aux États-Unis, et qui est en train de tout exploser, qui a apparemment 10 ans d'avance technologiquement. Donc, le mec, c'est un monstre. Et justement, le premier truc quand tu lis, c'est tu dis, on n'est pas tous égaux, tu vois. Tu lis le mec qui littéralement invente un headset, un casque VR dans sa caravane à genre 17 ans, et tu te dis comment c'est possible, tu vois. Encore une fois, je me donnais un peu de crédit tout à l'heure en disant ouais, pour la personne moyenne c'est pas facile de créer un business Amazon, c'est compliqué autre, mais là on rentre dans des trucs où je sais même pas comment tu commences ça, toi. Ouais. D'où tu pars pour avoir ce niveau de talent. Et après, le mec c'est juste un monstre, un furieux. Un truc intéressant, c'est que je pense la qualité encore une fois, t'es à la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et lui, un truc qui était intéressant avec lui, c'est qu'il participait à un forum qui s'appelait Mode Rétro. Je le connais pas personnellement, mais en fait, c'était un forum juste de mecs qui aimaient faire des produits rétro, tu vois. Ouais. Et apparemment, ce forum, c'était genre 1000-2000 personnes d'actifs, tu vois. Donc, c'était un mini truc. Sauf qu'en fait, forcément, t'as tiré les plus gros geeks. Et donc, ça a été un énorme vivier de recrutement pour lui ensuite, parce qu'il avait accès à une communauté d'énervés, tu vois. Un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que quand il a fait son prototype d'headset VR, il a réussi à recruter un mec qui était beaucoup plus vieux que lui, Carmack, qui était apparemment une légende. C'est une légende. C'est une légende, tu connais ? C'est le produit. Il avait codé Doom. Voilà. Il avait codé certains des premiers moteurs de jeux vidéo en 3D. Donc ce mec, c'est une légende. C'est une légende. Il avait en plus sa boîte qui tournait très bien. Il a créé une startup qui partait bien. Et il a choisi d'aller travailler pour Palmer Luckey, qui a à ce moment-là 18 ans, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il a vu ce gamin, il est au-dessus de tout, il va partir très loin, toi. Donc t'as toujours le truc assez stylé de dire, quand tu crées vraiment un truc incroyable, en fait, tout va aller vers toi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu Peter Thiel qui a investi, Andreessen Horowitz. Donc en fait,
ces mecs-là, ils ont rapidement reconnu que ce mec il était stratosphérique, il était au-dessus de tout le monde. Et après, il a fait un Kickstarter qui Ouais. avait levé quelques millions. En plus, ouais. Donc, ça lui a permis de monter. Et après, il se fait racheter par Zuckerberg. Il s'est acheté par Zuckerberg. Qui lui fait des promesses en mode t'inquiète pas, vous allez avoir une indépendance, mais on va mettre toutes les ressources derrière vous. Bah, je pense que c'est en partie vrai parce qu'il y a beaucoup d'indépendance et beaucoup de ressources. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc super alambiqué où apparemment il aurait fait un don, genre de $10,000 à une session qui a fait un truc. Tu vois l'histoire, j'aime pas. Donc l'histoire est la suivante. Okay. Il était sur un groupe Reddit qui était un peu un truc pro-Trump. Ouais. Il avait fait un don à un truc qu'ils avaient, c'était un peu faire des trolls dans la vraie vie. Mm-hmm. Ils ont fait un truc, ce groupe. C'est qu'ils ont mis un panneau contre Hillary Clinton en disant... Et le texte, c'était « Too big to jail ». Ok. C'est un jeu de mots, « Too big to fail »,« Too big to jail ». Banques, ça, il y avait juste la tête de Hillary Clinton. C'est le seul truc qu'ils ont fait. Les journalistes ont repris ça en disant « C'est un groupe qui propage la haine, etc. etc. » En gros, ouais, il a été traîné dans la boue par la presse. Et extrême droite, ils ont tout mis ensemble. Ouais. Et bien évidemment, le titre, c'était Facebook exec promeut la haine, etc. etc. Bref, il s'est fait traîner dans la boue par les journalistes. Et du coup, Zuckerberg l'a totalement lâché. Officiellement, c'est pas pour ça qu'il s'est fait virer, mais il s'est fait virer. Si tu lis aussi un peu entre les lignes, j'ai l'impression qu'en plus, ils ont utilisé ça parce que dans son contrat, tu dois avoir des trucs de force majeure. Ouais. En gros, si tu entaches la réputation de la boîte, on peut te virer sans compensation. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé aussi. Ça a été un moyen pour eux de pas filer tout ce qu'ils auraient dû filer à Palmer Luckey. Et lui, il a choisi de rien dire à ce moment-là parce qu'il s'est dit que, en gros, il voulait que Facebook continue à investir dans la VR. Donc mais il dit dans le truc qu'il a encore plein de trucs à raconter autour de ça et que même maintenant il a toujours la haine et qu'en fait il dit que c'est la vengeance. Matin, il se lève avec la vengeance dans les tripes quoi. Ouais. Ce qui est assez drôle. Donc il a cette haine et ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va monter une boîte qui va révolutionner le business de l'armement. Notamment, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la manière dont ça fonctionne aux États-Unis, c'est un système de cost plus margin. Donc en fait, ils te disent ok, on va te vendre un avion. On va créer l'avion. Après, on dit, bon, l'avion, il a coûté 10 millions. Donc, donne-moi 12, on va prendre 20% de marge. Et donc, en fait, ils n'ont aucun incentive de contrôler les coûts, puisque plus les coûts ils sont élevés, plus ils font de marge. Et là où ça rentre encore plus bullshit, c'est qu'ils ont plein de sous-traitants qui leur appartiennent plus ou moins, toi. Donc, en fait, tu peux aussi, via un truc de cascade, toi, tu cherches plus. En fait, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Je ne comprends même pas comment ça a pu exister. Parce qu'en fait, je pense que le gouvernement, ce qu'il va éviter, c'est un titre du style, ils ont fait 50% de marge. Ouais. Ce qui est débile. Parce qu'en fait, autant qu'il fasse 50% de marge, mais que ça coûte 3 fois moins cher. Mais le cost plus basis, c'est le standard dans l'armée américaine. Ouais. Et donc lui, son approche, c'est de dire, on va développer des trucs on spec, on va créer un espèce de canon laser qui va shooter les drones de l'espace, on va le faire nous-mêmes sur nos propres fonds ou avec les fonds des investisseurs, et ensuite on va aller le vendre à des clients de manière normale et souvent le terme qu'ils aiment bien, c'est on va faire un bake-off. On veut que les gens disent ok, on cherche un système pour tuer les drones, on va emmener tous les différents fournisseurs traditionnels, genre Lockhart, je sais plus comment ça s'appelle. Lockhart, ouais. Et tous les autres, je pense que Boeing doit être là-dedans, etc. Et nous, et on va voir qui a le meilleur truc. Et en fait, du coup, c'est une approche startup, ils ont les meilleurs talents, ils ont la dalle et ils sont pas engraissés par ce système de cost plus margin. Et du coup, ils peuvent gagner des contrats et avoir des trucs qui fonctionnent très bien là-dessus. Et donc, il fait ces trucs et ça marche vraiment. Il arrive à vendre et sa boîte vaut des milliards avec ça. Parce qu'il est hallucinant de comment tu réfléchis à démarrer cette boîte à partir de zéro. Surtout qu'il a jamais bossé là-dedans, quoi. Il a juste eu l'idée et s'est dit, OK, il y a une opportunité là-dedans, on va le faire. Il était capable de mettre en place les pièces du puzzle. Et un autre truc aussi qui est intéressant, que lui, en fait, là, au moment où il le voit, comme en gros, il dit, avec les boîtes actuelles américaines, on va se faire dépasser par la Chine et par d'autres pays parce que justement, elles vont à 2 à l'heure. Il y a le programme d'avion, je crois, c'est le F-35 ou F-15, je sais plus trop. Mais en gros, qui a coûté littéralement 40 milliards, un truc. Enfin, ça coûte 1 milliard par avion, c'est absurde. Donc, en gros, on se fait rattraper par les autres pays. Et il a dit, c'est le truc le plus patriotique que je peux faire, c'est en gros nous donner les moyens de défendre nos idéaux. Enfin, c'est un peu son truc qui vend. Et surtout, il y a un truc, il donne un exemple qui est assez fascinant. C'est le fait qu'en fait, quand il y a Google qui a participé à un moment donné, ils aidaient l'armée chinoise sur un certain truc, ils aidaient l'armée américaine, et les employés Google, ils ont manifesté que contre le fait d'aider l'armée américaine en disant vous avez tué des... Et par contre, l'armée chinoise, c'était OK, toi. Et donc, ils montraient à quel point on marche un peu sur la tête, toi. T'es une boîte américaine, et bon, aider l'armée chinoise, c'est OK, et aider l'armée américaine, c'est non, toi. Et donc, lui, il s'est un peu mis en contre-courant de ça, à dire non, nous, on est une boîte américaine, on est patriote,
et on veut aider les États-Unis, quoi. Et apparemment, qui était très mal vu, en tout cas à l'époque, dans la Silicon Valley, de travailler avec l'armée. Donc en fait, l'armée pouvait pas travailler avec les meilleures boîtes, les meilleures startups, les meilleurs talents, voulaient pas bosser avec eux. C'est ça. Et lui, il le ferait un peu en mode, comme de toute manière, ma réputation a été détruite, Ça, c'est intéressant aussi. j'avais plus rien à perdre. Ouais. Il a dit en fait ça a été libérateur parce que de toute façon personne ne voulait discuter avec moi dans le milieu de Silicon Valley, donc je me suis totalement détaché de ça. Et qu'est-ce qu'on m'a déjà lié à l'extrême droite, rien ne peut arriver de pire, quoi. À un moment donné, il parlait de faire des... il voulait ouvrir ses propres prisons. Et il se ferait payer uniquement si les gens ne récidivaient pas derrière. Ce qui est, en fait, moi quand j'ai lu ce premier degré, c'est assez intéressant comme concept, toi. C'est assez intéressant, mais je comprends pas trop comment... qu'est-ce que tu vas faire dans la prison pour éviter que les gens récidivent, en fait, tu vois. Parce que quand les gens ils vont en prison, c'est déjà sur un certain chemin, je sais pas. On n'a pas son plan complet, mais tu imagines que tu peux avoir une meilleure réinsertion. Donc ça c'est t'assurer que par exemple qu'ils aient un boulot à la sortie, tu vois. Je pense que ça, si tu peux favoriser ça, tu as moins de chances de récidive. Mais effectivement, tu auras toujours un taux, donc à voir combien tu peux. Mais tu te dis, effectivement, tu fais 5-10% de différence, ça peut être énorme au niveau de société. Ouais. Donc je trouvais ça assez intéressant potentiellement. Et c'est un peu comme ça, il était vraiment là-dedans, il allait le faire, et puis apparemment c'est plus compliqué que créer une boîte d'armement, donc il n'a pas pu y aller. Ouais. Mais, et je pense qu'il y a aussi un gros lobby sur les prisons, c'est compliqué. Ça, c'est fascinant qu'il y ait des prisons privées aux US, toi, où littéralement les prisonniers sont payés genre 50 centimes de l'heure pour faire des trucs, toi. Moi je trouve ça... Et ça fonctionne, toi. Ouais. Et ils sont en lien avec les juges, hop, on t'envoie de la main d'œuvre pas chère, et ça existe, quoi. Dans un pays comme les États-Unis, c'est assez fou. Est-ce qu'on a bouclé sur Palmer Luckey? Est-ce que tu as un dernier mot? En gros, l'idée, c'est que c'est un gars qui a révolutionné la réalité virtuelle, qui a été faire une boîte d'armement. Si tu te compares trop à cette personne, tu dis, bah, en fait, je change pas assez le monde, quoi. Mais d'un autre côté, c'est pareil, tu vois, c'est cool que ces gens-là existent, quoi. C'est cool de voir ça. Et j'ai beaucoup aimé l'article. Donc l'article auquel on fait référence est sur le site qui s'appelle Tablet. C'est Palmer Luckey American Vulcan. T'as lu le reste du magazine? Parce que moi, en fait, c'est un magazine pro-israélien de fou. Ok. Il disait en gros, pourquoi bombarder Gaza, c'est la bonne solution. 20 000 morts, c'est pas assez. C'est vraiment. Je dirais, putain, c'est peut-être pour ça qu'ils ont. Mais ce qui est choquant sur cet article, c'est que c'est un article qui parle de ce mec sans le juger et sans tous les deux phrases se dire mais évidemment c'est mal de voter pour Trump ou c'est évidemment mais c'est mal de créer des armes et tout, tu vois. Il te décrit juste la mentalité, parce qu'en fait fondamentalement, très honnêtement, l'opinion du journaliste sur le mec, on s'en fout un peu en fait. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir un mec qui est unique. Alors après tu peux faire ta propre opinion, mais t'as pas besoin que le journaliste se sente obligé de te dire mais du coup en fait c'est pas un bon mec, etc. C'est intéressant de rentrer dans la tête d'un gars qui du coup te dit littéralement moi je suis motivé par la vengeance. Mais aussi qui veut changer le monde, mais aussi qui attaque honnêtement un marché qui est corrompu. Le marché des procurements d'armement, en tout cas aux US, la manière dont on l'a décrit, il est corrompu, il est pété. Et lui, il l'attaque avec un truc juste, on va faire un meilleur produit, moins cher. On va permettre à l'Amérique de pas avoir de guerre parce qu'on sera assez fort pour que les gens aient peur de nous et nous attaquent pas. Ce qui finalement, fondamentalement, pas con, tu vois. Si tu dis l'explosion aux alentours de Taïwan, si l'armement des États-Unis il est vraiment délirant, à un moment donné, tu y vas pas, quoi. Son argument, c'est qu'à quelques exceptions près, on a quand même une période de paix assez. Et lui, son argument, c'est parce qu'il n'y a pas de conflit, parce qu'en fait, les États-Unis sont au-dessus de tout le monde. Et d'ailleurs, les seules guerres qui existent, c'est un peu les États-Unis qui ont un peu forcé, tu vois. Donc, ça se tient en disant, si il y a 2-3 pôles, ça devient un peu le bordel, quoi. Donc, c'est son argument pour le fait de maximiser les capacités des États-Unis. Mais est-ce qu'on a loupé là? Parce que très bien tout ça. Mais c'est la partie parenting qui était le plus intéressant, non? La partie sa parentalité. Qu'est-ce que t'en penses? Donc on va lire rapidement ce qu'il dit. Déjà, pas d'école ou d'université. Ensuite, un appartement séparé pendant la childhood, pendant l'enfance. Je comprends pas trop comment ça marche. Et du coup, il y a des nounous qui habitent avec les enfants. À partir de quel âge l'enfant a un appartement séparé? Il donne pas les détails. Mais je pense qu'effectivement, à 5-6 ans, tu t'emménages dans ton appartement. On connaissait quelqu'un qui avait fait ça avec un appartement séparé pour les enfants. Ouais. Donc je pense que c'est un peu dans le même style. Troisièmement, et qui est intéressant, il dit en fait les enfants se barrent à 16 ans, en sachant que lui il a été viré de sa maison. Après il a vécu dans une caravane dans le jardin, donc c'est pas très loin. Mais à un moment donné ses parents ont vendu la caravane. À un moment donné je crois qu'à un moment donné il doit aller au community college et il drop out de son community college pour faire son headset et ils disent on l'a déjà viré de la maison, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vendre sa caravane. C'est quand même dur. Il doit aller dormir dans le garage après, c'est quand même dur. Ensuite, quatrième, totalement d'accord, apprendre à conduire toutes les machines possibles aussi rapidement que possible. Laisser sa fortune à seulement un enfant. Donc tu as choisi l'élu. C'était le truc de Vanderbilt d'ailleurs. C'est ça, pareil. Concentrer Et après, quand son fils a pas eu le cœur de faire ça à ses enfants et de donner tout le fardeau à un seul, ils ont commencé à diviser et ça a été le début de la fin. Plus personne n'a de l'argent.
Et après, aussi, un autre truc qui rejoint ce que mon expérience personnelle, c'est qu'il croit beaucoup au fait d'obtenir le droit, enfin, en gros, de permettre. Attends, mais t'as sauté un truc. T'as sauté. Sixièmement, les enfants doivent être en classe économique pendant que nous, on est en business. Ça c'est important aussi. Mais je pense que ça se tient aussi. Tu les Ils apprécient pas, ils apprécient pas Le problème, c'est la mère qui veut pas, généralement. C'est la mère qui dit, oh non, c'est bien qu'on soit tous ensemble. Des trucs à la con comme ça. Ouais, si les enfants ont leur propre appart, ils peuvent être tout seuls dans l'avion. Hein. C'est vrai, aussi. Et aussi, ils pensent au fait de faire travailler les enfants très tôt. Donc, avoir des permis de travail pour les enfants. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on doit faire travailler plus les enfants. Notamment dans ton usine, n'est-ce pas? C'est ça. Tu veux mettre un formulaire de candidature. J'y suis retourné il y a 2 semaines, elles étaient plus. Donc, c'était pas un mensonge qu'elles travaillaient juste une semaine pendant les vacances. Ou alors, ils ont appris que quand tu viens, il faut planquer. Il faut planquer, tu es dans la boîte, dans le placard. Un placard. Tu restes 8 heures. Tiens un bol d'eau. Aussi que le fait d'avoir moins de 2 points un enfant, ça le rendrait traître à la nation. Encore une fois, une idée qu'on promeut totalement avec ce podcast aussi. C'est putain, on est en 2, c'est pas bon, 2 points. C'est pour ça que le remplacement. Entre nous, on est une moyenne de 2. Hein. Donc on n'est pas bon là. On n'y est pas. On n'y est pas. Et aussi un truc que j'ai trouvé marrant, c'est que un enfant aussi jeune que 2 ans est capable de marcher plusieurs kilomètres par même, tu vois. Et en gros, il dit que l'histoire l'a montré. Donc en fait, il dit qu'il y a plein d'anecdotes d'enfants de 2 ans qui marchent des kilomètres. Par exemple, quand ils étaient en train de fuir l'invasion nazie. C'est ça. Au Vietnam, t'inquiète, ça marchait non-stop. Hein. Quand c'est des chasseurs-cueilleurs qui devaient suivre la troupe de mammouths. C'est ça, pas le choix. Mais je vois pas trop. Regarde ce bébé éléphant. Ouais. Pas lui. Je vois pas trop quelle histoire, parce que j'ai l'impression que quand tu vois un peu les hommes préhistoriques et tout, genre en Afrique, ils portent quand même les enfants sur le dos. 2 ans, c'est petit, tu peux encore porter l'enfant sur le dos. Hein. C'est vrai, mais par contre, c'est vrai que les enfants, généralement, en fait, ils se plaignent, mais ils peuvent marcher plus que. Si t'écoutes pas leurs plaintes et leurs pleurs et que tu les abandonnes facilement, tu t'éloignes, ils vont finir par te rattraper, quoi. Ils peuvent, ouais. Peut-être qu'ici, il y a quand même un art de la phrase est marqué capable. Ils sont capables de le faire. Pas forcément que ça va, ils vont aimer, mais que, ouais, c'est possible. Je crois qu'il vient d'avoir un enfant, un truc comme ça. Donc il a pas encore beaucoup d'expérience. On va voir, il va se confronter au réel et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est toujours un peu la même chose. C'est déjà des mecs qui a des idées un peu tarées sur le business. Généralement, il va avoir des idées un peu tarées sur d'autres points. Il y avait aussi un gars, j'en parle tout le temps avec Kim, qui était passé dans MFM. C'est un gars, il avait monté une boîte de ad tech, etc. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que son enfant, il l'avait légalement appelé Baby. Baby. Et à 1 an, il a attendu. Quoi. Quand l'enfant sera assez grand, il pourra décider son propre nom. Ce que je trouve honnêtement génial. Je trouve ça vraiment génial. Et j'y avais jamais pensé. Et après, il faut assumer publiquement. Ton enfant, il s'appelle comment? Il s'appelle Baby. Mais il a attendu 1 an, mais je crois qu'il a attendu seulement 1 an. Mais du coup, c'était pas vraiment. En fait, il a proposé 3 prénoms et il a laissé voir l'enfant préféré. Je pensais qu'il avait attendu genre à 5-6 ans. Non, je pense que c'est pas tellement qu'il voulait que l'enfant choisisse son prénom, c'était plus qu'il voulait qu'il y ait un prénom qui correspond à son caractère, toi. Ouais. Et il m'a dit, il dit, quand il est né, tu sais pas quelle personne c'est. Et à 1 an, il disait, ce prénom, il match parfaitement, tu vois. Donc, je sais pas si à 1 an, tu peux vraiment déterminer le caractère d'un enfant qui va voir quand il est grand. Plus que quand il vient de naître, tu vois. Mais je pense à 1 an, il aime bien les camions et les. Je me demande si légalement, t'es pas obligé à un moment d'avoir un vrai prénom, peut-être un truc comme ça à 1 an. Mais je suis d'accord, je trouve ça assez marrant comme concept. Ouais. Il faut y penser, en fait. C'est un truc auquel ça sort tellement totalement de la norme qu'il faut y penser. Et ça, probablement, ça match avec un gars qui a trouvé des idées de business assez hors du commun. Je suis d'accord. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine, bye.